Bonjour tout le monde. Alors, je vais peut-être me présenter. Il y a des visages que je ne connais pas, donc j'imagine que c'est la même chose de l'autre côté. Je suis Danielle Gauvreau, je suis directrice donc du CIQSS. Et ça nous fait plaisir aujourd'hui donc d'accueillir un conférencier. En fait, on lance notre saison de séminaire de recherche du vendredi, la plupart du temps donc le vendredi. On est content d'accueillir aujourd'hui parmi nous Luc Cloutier de l'Institut de la statistique du Québec, qui va nous entretenir de la qualité de l'emploi au Québec et au Royaume-Uni entre 1998 et 2008, l'évolution selon le genre et la situation familiale. Et je salue les gens de Québec, qui sont aussi avec nous. Et je laisse donc tout de suite la parole à M. Cloutier. Alors, si je comprends bien, j'ai environ à peu près 1 heure de présentation, 45 minutes, 1 heure. OK. Donc, ça me fait très plaisir d'avoir ce temps alloué parce que souvent on en manque, on a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais pouvoir y aller plus lentement et en espérant que le contenu de cette présentation-là pourra vous donner de l'information intéressante sur le concept de qualité de l'emploi. Alors, peut-être avant de commencer, parler un peu d'où je viens, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je fais présentement. Ces résultats qui sont présentés, en fait, s'inscrivaient dans le cadre d'une thèse de doctorat que j'ai terminée en mars 2010. Une thèse qui était associée au développement d'une mesure de la qualité de l'emploi au Québec. Donc, qui n'existait pas, et c'est un peu l'objectif de la thèse, de créer un nouvel outil et de l'appliquer en regardant la situation des hommes et des femmes au Québec, mais dans une perspective de situation familiale et de niveau d'éducation. Donc, j'ai déposé ma thèse en mars 2010. Quelques temps auparavant, peut-être juste faire un lien avec mon employeur, je travaille à l'Institut de la statistique du Québec, donc je suis dans le domaine quantitatif jusqu'au cou. Le projet de thèse a été relié dans le cadre d'un travail à l'Institut, donc j'ai développé l'outil en collaboration avec mon employeur. Donc c'était un objectif de relier un peu le monde un peu de la pratique et celui universitaire. Donc mon directeur de recherche, c'était M. Paul Bernard, sociologue, qui est décédé malheureusement, et Diane Gabrielle Tremblay, qui était la co-directrice. Donc, on a démarré un projet en 2003 en disant, bon, on essaierait peut-être d'avoir des préoccupations très empiriques, mais aussi théoriques et conceptuelles pour développer une mesure de la qualité de l'emploi, parce que c'est un concept qui est apparu peut-être au Québec, je dirais tardivement par rapport à l'Europe, qui, elle, depuis les années 2000 et même avant, avait déjà des travaux qui étaient initiés dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler un concept ou une façon de regarder le marché du travail. Donc, en lisant les études, en regardant tout ce qui se faisait, j'avais l'intuition, en fait, qu'il manquait un peu une espèce d'approche plus systématique pour comprendre qu'est-ce qu'est la qualité de l'emploi, qui peut renvoyer à plein de concepts, à plein d'autres concepts, à plein d'autres mesures. Et ce que ça donne comme problématique, c'est qu'on peut juger une situation comme étant bonne ou moins bonne selon l'approche qu'on y adopte. Je ne prétends pas ici que ce que je vais présenter est la norme officielle au Québec, au Canada ou ailleurs. Mais vous comprendrez qu'il y a un exercice ici qui a été fait pour clarifier le concept. C'est ça l'objectif. Et juste avant que je termine mes études, j'ai bénéficié d'une bourse du CRIS, le Centre de recherche et d'innovation sociale, pour aller explorer un peu plus mon cadre, mon concept avec des données européennes. Dans ce cadre-là, j'ai eu la chance d'avoir été accueilli à Manchester University, à l'Université de Manchester. Et j'ai travaillé avec un professeur, Colette Fagan, qui travaille sur les questions du genre, entre autres. Et de là, l'objectif, c'était d'aller chercher les données, le matériel empirique en Angleterre pour pouvoir faire une comparaison avec la situation du Québec. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile d'arriver là-bas pour pouvoir rentrer dans le système. Bon, j'ai été considéré comme étant chercheur invité, donc j'avais quand même une autorisation, mais de là, de pouvoir tout ouvrir les portes. Mais du moment où est-ce que j'ai réussi à accéder aux fichiers de données, aux microdonnées, je peux vous dire que le système de données de l'Angleterre est très, très puissant, très performant et il y a énormément de données. Ici, je pourrais faire une comparaison un peu avec Statistique Canada. C'est que c'est beaucoup plus facile d'accès en termes là, de fichiers de données. Ils ont un système vraiment plus... En tout cas, c'est ce qui m'est apparu à l'usage. Je ne parle pas de données nécessairement fichiers maîtres, mais quand même des données assez détaillées sur les enquêtes là, sur lesquelles j'avais beaucoup d'intérêt. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir voir que quand même, il y avait peut-être une certaine avance là, par rapport à l'accessibilité, je dirais, là, des microdonnées, parce que j'ai pas eu à passer par des infrastructures comme ici au Québec, au Canada, mais que je ne le critique pas par ailleurs, que je trouve tout à fait fondé. Mais eux ont un cadre peut-être plus flexible qui m'a permis d'accéder quand même, en étant quand même de l'extérieur, assez facilement à des microdonnées très détaillées,
au-delà des fichiers publics là, en tant que tel. Donc de là, j'ai pu partir avec mon matériel et revenir ici au Québec. Et ce que je vous présente, ben, c'est presque en primaire, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le présenter encore dans différents forums. C'est des résultats qui comparent la situation au Québec avec le Royaume-Uni sur le plan de la qualité de l'emploi, entre autres. Donc, c'est pour la faire défiler. D'accord. Alors, ma présentation se décline en 6 points. Dans un premier temps, comme je le disais en introduction, je ferai une distinction entre ce qu'est la qualité de l'emploi parce que dans le cadre de mes études et de mon travail, il y a comme des concepts souvent qui sont évoqués, qui sont univoques, donc on les attribue, on fait des équivalences, mais je vais essayer quand même de vous présenter une distinction entre ce qu'est la qualité de l'emploi, la qualité du travail et la qualité du marché du travail. Dans un deuxième temps, je vous présenterai la nouvelle mesure de la qualité de l'emploi qui a été utilisée ici dans le cadre des comparaisons internationales, mais qui est utilisée aussi dans le cadre des travaux que je mène ici au Québec. Je présenterai de cette mesure-là aussi 3 niveaux de qualité de l'emploi, parce que mon modèle, en fait, il repose sur une catégorisation en 12 groupes, ce qui fait que ça peut paraître lourd en termes d'analyse. On a également développé 3 niveaux qui permettent de faire une lecture plus synthétique de la qualité de l'emploi. En quatrième lieu, bon, ben, c'est vraiment l'intérêt ici, la présentation, c'est de présenter les résultats comparatifs entre le Québec et l'Angleterre. En cinquième lieu, des résultats qui seront présentés, je prépare certains facteurs en cause dans les changements qui sont observés. Parce que l'idée de cet outil-là aussi, c'est d'être en mesure de regarder les tendances, les changements à travers le temps et suivre aussi ces changements-là. Donc, entre les deux régions étudiées, il y a des changements importants, et puis il y a des facteurs qui rentrent en ligne de cause, donc j'essaierai de vous les proposer. Ça peut faire évidemment l'objet de discussion là, selon les connaissances que vous pouvez avoir sur ces réalités. Le sixième point, finalement, évidemment, je vous apprends peut-être rien qu'il y a des différences importantes entre le Québec et l'Angleterre. Donc, j'essaierai de proposer les principaux éléments explicatifs là, qui pourraient mieux décrire en fait ces différences entre les deux régions. Alors, allons-y tout de suite avec les distinctions entre qualité d'emploi, qualité du travail et qualité du marché du travail. En fait, on a tenté, quand je dis 11, c'est parce que c'est un travail, en fait, que moi, je considère qu'il y a à la fois une thèse, mais aussi à la fois des réflexions dans le cadre de mon travail. Donc, il y a beaucoup de personnes quand même qui ont participé à ces définitions-là, à ces développements. Donc, je ne m'attribue pas tout le mérite de tout ce qui est présenté ici. Mais quoi qu'il en soit, dans la conceptualisation, nous avons essayé, disons, d'identifier 3 niveaux qui pourraient permettre de dire sous quel angle on peut jeter un regard sur le marché du travail quand on l'étudie dans sa globalité ou plutôt dans certains univers plus circonscrits. Donc, c'est pourquoi on a identifié le niveau macro, méso et micro, qui chacun renvoie dans le cas du niveau macro à la qualité du marché du travail. Pour le niveau méso, c'est la qualité de l'emploi et le niveau micro, qualité du travail. Donc, comme les noms l'indiquent, on s'attend que dans le niveau macro, on est vraiment dans une perspective beaucoup plus étendue, beaucoup plus large. On fait une lecture, disons, non pas tout à fait uniquement générale, mais on porte sur des grands indicateurs qui nous donnent un peu l'état de situation du marché du travail. Souvent, à chaque mois, Statistique Canada produit ses chiffres sur la population active, l'emploi et le chômage. Donc, ça, c'est des indicateurs de qualité du marché du travail. On voit souvent, est-ce que le chômage a baissé, est-ce qu'il a augmenté, est-ce qu'on a créé des emplois. Donc, ces lectures-là sont plutôt d'ordre macro parce que ça nous donne une grande indication sur la performance des économies ou du marché du travail. Il n'y a pas juste ces indicateurs-là, on a d'autres dimensions comme la question de distribution des salaires. Ce qu'on parle ici, c'est bon, notamment le coefficient de Gini, les mesures d'économie qui présentent un peu dans quelle mesure il y a une dispersion des salaires dans l'économie. La question de grève et lockout aussi a été mise dans cet aspect-là. On rejoint un peu certaines considérations du Bureau de l'Organisation internationale du travail en termes de travail décent, donc les accidents de travail, la conciliation famille-travail aussi, tous les dispositifs, les mesures qui sont prises pour favoriser, donc c'est de l'ordre du macro, mais on pourrait le considérer aussi comme étant de l'ordre d'un autre niveau selon la perspective. Les Européens parlent souvent de dialogue social dans leur façon de regarder le marché du travail, donc la qualité des rapports entre les différentes institutions patronales, syndicales, les différents lieux d'intervention. Donc, au Québec, on pourrait faire un lien aussi avec le dialogue social. Bon, est-ce que la question des rapports entre l'État, le gouvernement, les syndicats, les employeurs, c'est quoi la qualité? Donc, on qualifierait à ce moment-là la qualité du marché du travail. Protection sociale, ça peut être aussi la question des protections sur le revenu, sur la question des retraites, donc toutes ces dimensions-là. C'est de l'ordre du macro qui influence évidemment la condition des personnes en particulier, mais qui peuvent être regardées sous un angle très global.
Le deuxième niveau, qui est celui sur lequel j'interviendrai tout à l'heure, c'est la qualité de l'emploi, le niveau méso. Alors, qu'est-ce qu'on a introduit dans ça? Ben, à travers mes travaux et ceux de l'Institut, on a identifié, en fait, c'est une proposition, comme je vous disais, 9 dimensions qui permettent de jeter un regard assez complet, on pourrait dire quand même assez étendu, de la qualité de l'emploi qui est offert aux travailleurs. Donc, on parle évidemment de la dimension rémunération, les heures de travail, la stabilité de l'emploi, les congés offerts, la question des qualifications entre le poste offert et celle détenue par le travailleur, donc l'adéquation entre ces dimensions, on va y revenir. Les horaires de travail, la présence des assurances collectives également, les régimes de retraite. Alors, c'est une composante importante, vous en conviendrez actuellement avec le vieillissement, avec les départs. On renégocie actuellement les régimes de retraite dans les organisations, donc on essaie de changer un peu les paramètres parce qu'on a la difficulté à penser à pouvoir maintenir la solvabilité. Donc, c'est des éléments importants. Et également les conditions physiques et psychologiques dans lesquelles l'emploi s'exerce, à savoir, bon, la charge physique, est-ce que c'est un travail répétitif, un environnement qui est agressant ou non, est-ce qu'il y a, bon, ça pourrait être considéré comme étant de l'ordre de niveau micro dans l'organisation du travail, mais nous, on l'a mis dans l'ordre de niveau maison. Et finalement, le troisième niveau, là, vous voyez qu'on part de l'État, de la société en général, on va vers l'entreprise, vers l'organisation, on regarde les emplois, et puis on arrive avec un troisième niveau qui, lui, je dirais, c'est le niveau qui est plus celui qualitatif, disons, de l'analyse du marché du travail, parce qu'on l'appelle qualité du travail. Donc, on rentre vraiment dans des dimensions, des aspects qui, quand on parle, mettons, de l'autonomie professionnelle, c'est peut-être parce qu'on a réglé, ou en tout cas, la rémunération, c'est plus un enjeu nécessairement criant. Donc, quoique ces deux niveaux-là peuvent s'interrelier, mais c'est comme si, à une certaine qualité d'emploi donnée, on dit, ben, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là avec la qualité du travail? Donc, si vous avez une bonne rémunération, mais que vous n'avez pas d'autonomie professionnelle, votre environnement de travail ou votre qualité de travail, vous pouvez dire qu'elle est relativement moyenne ou moins bonne. Donc, ces dimensions-là, on retrouve l'autonomie, les relations professionnelles entre collègues et entre la direction, le soutien, le contenu du travail aussi, est-ce que c'est un travail riche, intéressant, captivant, qui permet des développements, justement des compétences, les perspectives de carrière qui sont offertes, l'environnement de travail, la reconnaissance professionnelle, la participation. Donc, ce sont des dimensions plus d'ordre qualitatif, intrinsèques à l'emploi, qu'on attribue à la qualité du travail. Vous conviendrez que ces éléments-là, ça demande des enquêtes très particulières, souvent qualitatives, des études de cas. On n'a pas souvent des enquêtes très larges publiquement. Bon, je sais que le MTE a quand même fait des incursions dans ces dimensions-là, mais ça reste souvent que ce n'est pas des données qu'on a à la main facilement. Donc, on peut jeter un regard là, évolutif sur plusieurs groupes, là, entre autres. Donc, ce niveau-là, c'est peut-être celui qui est le plus difficile à mesurer dans le modèle. Alors, moi, mon travail, c'est dans la zone du milieu, donc c'est les dimensions que vous voyez, là, les 9 dimensions. Et dans le cadre de mon travail, compte tenu de la source de données, des éléments que j'utilise, sur les 9, j'en utilise seulement 4, qui sont la rémunération, les heures de travail, la stabilité et les qualifications. La raison, c'est que compte tenu justement des données disponibles, je n'ai pas les autres éléments. Par contre, dans mes travaux, dans mes recherches, ces 4 dimensions-là sont celles qui sont considérées comme étant de base, qu'on le retrouve principalement tout le temps dans les études ou assez fréquemment, donc qui donnent une lecture de base assez valide de la qualité de l'emploi. Par ailleurs, ce qu'on peut dire aussi par rapport à ces dimensions-là, c'est que quand on a un regard, on a des données sur celles-ci, selon ce qu'on peut jeter comme regard, on est quand même c'est un bon proxy de ce que les autres dimensions peuvent offrir. Par exemple, quand on a une bonne rémunération, on sait qu'il y a quand même des bons congés qui sont associés. Il y a une présence de régime de retraite, il y a des assurances collectives. Donc, il y a des liens entre la qualité de ces dimensions-là et celles des autres qui ne sont pas couvertes présentement. Ce ne veut pas dire par ailleurs qu'à une bonne rémunération constitue toujours une bonne qualité de l'emploi. Il peut y avoir, dans bien des cas aussi, des horaires de travail difficiles, des conditions psychologiques qui sont très exigeantes à doter d'une bonne rémunération. Mais quand on regarde l'ensemble de ces 4 dimensions-là et qu'on dit qu'il y a une bonne qualité de l'emploi, on peut être assez convaincu que le reste suit de façon générale. Alors, j'arrive avec le deuxième élément sur la mesure de la qualité de l'emploi qui permet des comparaisons internationales. Peut-être ici vous dire que mon travail que j'ai fait parallèlement, il y a eu un groupe de travail à l'ONU, en fait, qui était piloté justement par Statistique Canada. Ça a commencé, je pense, vers les années 2005-2006.
Donc, pour essayer de développer une mesure de la qualité de l'emploi à des fins de comparaison internationale. Donc, moi, parallèlement à mes travaux, je voyais bien qu'il y avait des tentatives là, d'arriver à construire une espèce de cadre et puis d'avoir des résultats. Dernièrement, en juin 2010, dernièrement, ça fait quand même plus d'un an, il y a un rapport qui est sorti du fruit de ces travaux-là. Et ils ont sorti une espèce, ils ont sorti un cadre avec lequel ils ont précisé ce que pouvait contenir la qualité de l'emploi. Et malheureusement, un des objectifs qui était visé mais qui n'a pas été atteint, c'était de permettre de faire des comparaisons internationales. Ils ne sont pas arrivés à cette possibilité-là. Tout au plus, ils ont dit, on donne un cadre de référence au pays et les pays peuvent s'en inspirer pour produire de l'information statistique. Mais il n'y a pas eu de consensus international pour faire en sorte que les comparaisons se fassent. Ce qui veut dire que dans le fond, le modèle qu'ils ont proposé comporte des limites parce que chaque pays décide d'en disposer comme il veut, mais il n'y a pas à être comparé ou situé comme le fait on peut le voir dans les publications de l'OCDE où est-ce qu'on va souvent classer les pays selon leur performance. Donc, est-ce que c'est un enjeu politique, un enjeu qui est relié à la complexité de l'opération? C'est peut-être un mélange des deux. Quoi qu'il en soit, moi, un peu naïvement, j'ai poursuivi, j'étais convaincu qu'on pouvait y arriver à faire une comparaison en utilisant justement des enquêtes qui sont vraiment communes aux régions qu'on peut comparer. Alors, avant d'arriver au résultat, je vais vous présenter un peu comment j'ai construit mon modèle. Là, évidemment, vous voyez peut-être plus ou moins clairement ce que ça donne. Là. Il y a certaines acétates qui risquent d'être un peu difficiles de lecture. Par contre, j'ai quand même un sommaire de tout ce que ça signifie, puis je pense que vous devriez être capable de suivre un peu mon raisonnement. Mais vous voyez que j'ai pris les 4 dimensions qui existaient, que j'ai retenues, rémunération, qualification, stabilité et heures de travail. Et à chaque dimension, j'ai retenu des catégories qui me permettent après de construire mon modèle. Dans le cas de la comparaison internationale, pour la rémunération, j'ai utilisé des quintiles de salaire horaire. Donc, j'ai utilisé les quintiles pour pouvoir faire une comparaison. Dans le cadre des travaux que je fais ici au Québec, j'utilise des strates salariales. Donc, je dis, mettons, moins de 15 entre 15 et donc, ça me permet de construire une hiérarchie de salaire. Pourquoi je ne l'ai pas fait avec l'Angleterre? C'est que leur structure salariale n'a pas de comparaison nécessairement avec celle qui est au Québec. Si ce n'est que on parle de livres, la mesure n'est pas la même. Donc, pour eux, un salaire de 5 livres, c'est pas un salaire de 5 ici. Donc, les comparaisons se font pas vraiment bien. Mais par contre, en utilisant des quintiles, ça me permet de dire que les 20 les moins payés au Québec, je les compare avec les 20 les moins payés en Angleterre. Donc, la limite de ce modèle-là, c'est que je ne considère pas l'évolution du pouvoir d'achat. Donc, ça ne me permet pas de savoir s'il y a une amélioration nécessairement des conditions, mais ça me permet de voir à 2 temps dans quelle mesure la répartition des travailleurs a changé dans les quintiles chez les femmes et chez les hommes. Et je peux comparer le Québec et l'Angleterre pour voir est-ce que les femmes restent toujours dans les quintiles inférieurs ou si elles ont amélioré leur situation. Donc, ces quatre dimensions-là, j'ai les quintiles. Dans le cas de la qualification, j'ai 3 catégorisations. J'ai identifié les travailleurs surqualifiés. Ce sont les gens, évidemment, qui possèdent une formation technique ou supérieure et qui occupent un emploi dont l'exigence est inférieure à ce niveau. J'ai également considéré les emplois qui sont de qualification faible. Donc, c'est ceux qui, avec le niveau de compétence, là, la CNP, c'est les intermédiaires et élémentaires. Donc, c'est vraiment ceux qui ont moins de technique, qui exigent peu de compétences. Donc, il y a ces emplois-là. Et finalement, qualification élevée, c'est technique et supérieure et est occupé par des gens qui ont ces compétences. Dans le cas de la stabilité, c'est les emplois instables et stables, donc à durée déterminée ou indéterminée. Et nous avons fait 4 catégories d'heures de travail, donc le temps partiel involontaire qui est un aspect important, disons, de la qualité de l'emploi. Le temps plein, 41 heures et plus. Pourquoi on a considéré ça? C'est qu'à 41 heures, en tout cas, beaucoup d'études, et puis c'est toujours démontré, il y a des impacts sur la santé, il y a des impacts sur le temps, les temps personnels, la conciliation famille-travail. Donc, on considère que les emplois qui exigent 41 heures et plus, ce sont des moins bons emplois que ceux qui exigent entre 30 et 40 heures, qui ont une durée normale et qui permettent un meilleur agencement et qui ont moins d'impact sur la santé et la vie personnelle. Et également, on a considéré le temps partiel volontaire. Qu'est-ce que ça donne, en gros, quand on multiplie tout ça ensemble, parce que c'est une approche plus quanti. Là, je comprends que vous voyez plus ou moins bien ce que ça donne comme résultat, mais ce que je veux montrer ici, c'est qu'on a fait un processus. Et je veux juste vous dire que cette démarche-là a été soumise à un comité dont il y avait des gens de StatCan qui étaient là, également du milieu de la recherche et du milieu du gouvernement, parce qu'on a voulu valider un peu l'outil pour voir est-ce qu'on était un peu dans le champ, est-ce que ça révélait quelque chose. Alors, on a proposé 12 groupes qu'on voit ici. Et ça marche là.
Et ces groupes, dans le fond, ce qui révèle, c'est les arbitrages ou les configurations possibles. Tout à l'heure, nous avions ici, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, j'ai 120 configurations possibles ici. Si je multiplie, mettons, les gens qui sont rémunérés un quintile horaire 1, travailleurs surqualifiés, emploi instable, qui sont à temps partiel involontaire, ça me fait un groupe. Mais j'en ai 120 comme ça. Vous comprendrez qu'on ne peut rien faire avec ça. Donc, on a regroupé ça en 12 groupes. De quelle façon qu'on s'en est tiré? Ben, je pense que c'est la façon qui semble être la plus... C'est pas une approche factorielle, c'est pas une approche statistique, c'était vraiment une approche basée sur une réflexion sur la pertinence des groupes et de faire varier, disons, l'importance des dimensions. Par exemple, dans le groupe 1, qui est la ligne... je vais prendre peut-être ça ici, ça c'est intéressant. Là. Ça dit... non, c'est pas ça tantôt. C'est celui-là, OK? Je pas avec le bon. Ça a comme changé. Pardon? Il faut que je sélectionne sur ici. OK, selon la couleur, hein, c'est ça? OK, c'est merveilleux, ça. Donc, si je fais ça, ça donne quelque chose? Là? Non. Ça. C'est une bebelle? OK, non, je pense que ça va marcher. Donc, celui-là ici, en fait, pas sûr que ça marche pour moi trop. Le groupe 1, on a dit les gens qui travaillent à temps partiel involontaire, donc les heures de travail, c'est la première dimension. On a dit ça, c'est vraiment déterminant comme qualité d'emploi. Donc, on en a fait un groupe. Les autres barres qu'on voit ici, on voit qu'il y a du gris, là. Ça révèle la caractéristique dominante de cet emploi-là. Donc, dans le cas des emplois à temps partiel, la grande majorité sont dans des emplois stables. Par contre, si on voit avec la troisième dimension, qualification, on voit qu'il y a une barre noire, c'est de qualification variable. Donc, les gens qui se retrouvent là-dedans, on peut avoir une qualification élevée, occuper un emploi de qualification élevée, avoir une qualification faible, occuper. Donc, c'est un peu un melting pot. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans la dernière strate à droite, quintile 1 et quintile 2 en grande majorité. Donc, généralement, les gens qui travaillent à temps partiel involontaire n'ont pas des gros salaires et souvent ont une qualification très variable. Donc, on a dit ça, c'est un groupe qu'on veut identifier comme étant une qualité d'emploi donnée. Donc, on a fait le même processus par la suite. Vous voyez qu'il y a des barres noires, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 groupes, du groupe 2 à 8. C'est ça. Ceux-là ont des emplois de durée normale. Donc, les heures de travail sont considérées comme étant de 30 à 40 heures ou du temps partiel volontaire. C'est ça. Donc, on considère que ces groupes-là sont homogènes sur ce plan-là. Par contre, on distingue leur réalité selon qu'ils ont des bons salaires, selon qu'ils ont une qualification faible ou élevée, et selon qu'ils ont aussi une rémunération élevée ou faible. Donc, ça nous donne plusieurs dimensions. C'est ce qu'on a voulu faire ressortir dans les 12 groupes. Je vais vous montrer en fait de façon plus réaliste. Ici, j'ai une erreur dans mon acétate, je m'en excuse, parce que la classification n'est pas conforme au quintile de rémunération, parce qu'elle est basée sur mes travaux que je fais au Québec. Donc, je me suis rendu compte ce matin que je n'avais pas la bonne, puis je n'ai pas pu la corriger. Je vais quand même vous dire qu'est-ce qu'il en est. Et là, il me manque ma présentation de papier. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus ou endormis. Alors, ces 12 groupes-là qui ont été créés, on a identifié des termes pour pouvoir les qualifier, dans le fond, pour pouvoir dire est-ce que ces groupes-là reflètent une bonne, une moins bonne, une moyennement bonne ou moins bonne qualité d'emploi. Donc, dans un premier cas, le groupe 1, on a appelé ça les travailleurs contraints. On a dit les travailleurs qui travaillent à temps partiel et qui n'ont pas une bonne rémunération généralement, une qualification variable, on a dit qu'ils sont contraints dans leur travail. Donc, on leur a donné une étiquette pour qu'on puisse savoir de qui il s'agit. Donc, on a fait l'exercice comme ça. Le groupe 2, ce sont les travailleurs floués. Ces travailleurs-là travaillent de façon dans du temps plein normal, temps partiel volontaire, dans des emplois stables. Par contre, ils ont une qualification élevée, mais ils n'ont pas des bons salaires. Donc, on les a appelés les travailleurs floués. Quintile, en bas de quintile, c'est quintile 1 et 2. Là, c'est marqué moins de 15 $, mais il faut lire quintile 1 et 2. Ces travailleurs-là, souvent, on en rencontre en début de carrière. Quoi que j'ai vérifié si c'était vraiment des jeunes, c'est pas des jeunes nécessairement. Donc, c'est des emplois vraiment qui demandent souvent des formations techniques et plus, mais qui ne payent pas beaucoup. Donc, on a dit que ces travailleurs-là sont floués. Souvent, dans les services communautaires, dans l'économie sociale, on va avoir des emplois de très haute de qualification élevée, mais qui n'offrent pas des salaires extrêmement élevés. Au bas de l'échelle, c'est celui, disons, qui révèle son titre, le groupe 3. Ce sont, des emplois de durée normale, temps partiel volontaire. Ils sont de qualification faible et occupés par des gens qui ont une qualification faible et peu rémunérés. On peut retrouver ce genre d'emploi dans l'hébergement-restauration, notamment
dans les services, le commerce au détail, dans les services personnels. Ce sont vraiment des emplois où ce que les gens n'ont pas beaucoup de compétences, les emplois n'en exigent pas beaucoup, ils sont pas payés, donc ce sont des emplois qu'on pourrait dire au bas de l'échelle. On peut pas dire vraiment que ces emplois-là offrent des perspectives de carrière intéressantes. Le groupe 4, qui est intéressant par ailleurs, on a appelé les travailleurs déclassés. Ce sont les travailleurs qualifiés, donc avec une formation technique et plus, mais qui occupent des emplois en deçà de leurs compétences. Donc, quand je parlais tantôt des travailleurs surqualifiés, on les retrouve en partie dans ce groupe-là et sont peu rémunérés, ces emplois-là. Les travailleurs qui occupent ces emplois-là, on peut imaginer qu'après 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils deviennent vraiment déclassés dans la mesure où est-ce que leurs compétences ne sont pas mises à profit et ils finissent par perdre un peu leur investissement en capital humain. On emploie un terme très économique ici. Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup d'immigrants parmi eux? Ça, c'est une très bonne question. Actuellement, Statistique Canada, il y a une étude en 2008, Jason Gilmore a sorti des chiffres là-dessus. Au Canada, il utilise une autre notion, mais bon, il appelle ça travailleurs surqualifiés. C'est pas tout à fait le même groupe que j'ai ici, mais les chiffres m'ont fait sursauter un peu. On était au-dessus de 60% des immigrants qui sont surqualifiés. Moi, dans ma typologie que là, on ne peut pas le faire actuellement parce que les données, on n'a pas la variable immigrant dans le fichier de micro. Quand je vous disais tantôt que les fichiers publics nous limite beaucoup dans certains aspects. C'en est un exemple, comme quoi on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe chez les immigrants, à part que de venir dans un centre d'accès de données et là, d'avoir un programme qui justifie d'étudier ça. Mais par contre, on va avoir des chiffres la semaine prochaine là-dessus parce qu'il y a une chercheuse qui va nous présenter des données sur 2010 versus 2008. Et puis là, j'ai vu des chiffres et ça augmente encore. C'est-à-dire que la surqualification est très, très importante ça, c'est au Canada. Donc oui, effectivement, nous autres, on suspecte que c'est un grand groupe. Au Québec, on évalue à peu près à 30% la surqualification de la main-d'œuvre. Si on ventile immigrés et non-immigrants, là, on peut avoir vraiment le gros groupe. Ouais. Donc, là, je ne voudrais pas juste que vous partiez avec l'idée que les emplois sont de mauvaise qualité au Québec parce qu'on a fait une typologie, ça va pas très bien. Parce que quand on l'a présenté avec ces groupes-là, il y a des gens qui nous ont dit ça va donc bien mal au Québec, mais c'était pas ça l'idée, là. Les groupes 5, 6 et 7, là, on les a appelés les emplois standards privilégiés pour au sommet. Bien, comme vous pouvez voir, c'est des emplois qui présentent des bonnes caractéristiques sur le plan de la qualité de l'emploi. Ils ont des meilleurs salaires, c'est des emplois stables, qualification élevée. Donc, c'est des emplois qu'on retrouve de façon vraiment de qualité sur le marché du travail. Juste peut-être vous dire par rapport à ces 12 groupes-là, j'ai fait un texte dernièrement dans le cadre d'un colloque à la RUC à l'Université Laval sur la qualité de l'emploi. J'ai brossé un peu les tendances sur les 12-13 dernières années au Québec sur le plan de la qualité de l'emploi, avec les niveaux de qualité dont je vais vous présenter tout à l'heure. Et puis, il y a eu vraiment des améliorations de la situation de la qualité de l'emploi au Québec, mais pas dans tous les groupes professionnels. Ça dépend des secteurs, ça dépend des... Donc, c'est tout en nuances. Les gens qui sont dans l'hébergement, restauration, services, commerce au détail, tout ça, c'est plus de 70% ont une faible qualité d'emploi, donc ils se retrouvent dans les premiers groupes qui sont là. Puis ça ne change pas avec le temps. Donc, on a recréé les groupes 5, 6, 7. Le groupe 8, c'est un groupe qui s'en tire mieux sur le plan des salaires, mais qui s'apparente beaucoup avec les déclassés. C'est à peu près la même réalité. Le groupe 9, c'est les travailleurs vulnérables. Donc, ça, ce sont eux qui sont à contrat peu payés, qui souvent sont surqualifiés pour faire ce genre d'emploi-là. Mais la caractéristique qu'on a voulu faire ressortir ici, c'est que leur emploi se termine. Donc, c'est vraiment des gens qui sont vulnérables sur le marché du travail, qui occupent des emplois qui sont de courte durée, peu qualifiés, peu rémunérés. À l'opposé, on a les précaires. Ils ont la même caractéristique, mais ils offrent un meilleur salaire. C'est quoi la différence? Souvent, c'est que et ils sont en majorité à qualification élevée par ailleurs. Les enseignants se retrouvent dans ce groupe-là, les enseignants à contrat, qui ont des bons salaires quand même, ils ne sont pas payés 10 piastres de l'heure, on s'entend, mais ils sont à contrat, puis ils ont des emplois de qualification élevée, sauf que c'est tout le temps renouvelé. Donc, c'est ce groupe qu'on voulait faire ressortir, les gens qui ont des bonnes compétences, qui ont des bons salaires, mais qu'on leur donne juste des contrats. C'est un peu ça le but. Et finalement, le groupe 11 et 12, les travailleurs acharnés et essoufflés, bon, c'est des termes, j'en conviens, assez particuliers. Ben, je vous ferai remarquer que j'étais avec un sociologue comme directeur de recherche, donc les sociologues aiment beaucoup mettre des étiquettes, mettre des termes qui révèlent, disons, des catégorisations sociales ou des réalités, mais ça révèle quand même bien. Le groupe 11, on a dit, ce sont des travailleurs acharnés parce qu'ils ne gagnent pas des gros salaires, mais ils travaillent beaucoup. Ça veut dire que quelqu'un peut travailler 45 heures, il va gagner 9 piastres de l'heure. Alors, tu as l'autre qui travaille peut-être 30 heures, mais il gagne 27 ou 30 de l'heure. Donc, l'autre, il s'acharne pour avoir un bon salaire, mais finalement, il travaille beaucoup, mais pour peu. Tandis que les essoufflés, eux autres ont des très bons salaires. Bon, c'est quintile supérieur à 3, c'est quintile 3, 4, 5, donc les 60% les mieux rémunérés.
Puis, ils gagnent des bons salaires, mais les autres travaillent des 41 heures et plus. Puis là-dedans, ben, on retrouve les médecins pour être classés là-dedans, les professeurs d'université aussi. Donc, quand je dis aux professeurs d'université que vous avez un emploi de qualité moyenne, ils me regardent avec des grands yeux parce que pour eux, leur emploi, c'est le bout de, tu sais, c'est la grosse affaire. Je peux vous dire, moi, j'ai fait, quand je suis allé à l'Université Laval en mai dernier, on avait un colloque sur la qualité de l'emploi, puis il y a une chercheuse je pense qu'elle est à elle est à l'Université de Sherbrooke, mais je pense que c'est le campus qui est à Lévis, je pense qu'il y a un campus, là. Puis elle a présenté une présentation, je ne me souviens plus de son nom, mais elle appelait ça le capitalisme universitaire. Je trouvais ça vraiment intéressant que c'était rendu une industrie, c'était rendu un système capitaliste là, de production. Puis elle nous disait dans ses entrevues que les professeurs femmes, pour suivre la cadence de performance, sont obligés de faire une croix sur leurs ambitions, sur leurs projets familiaux. C'est-à-dire, ils repoussent ou même ils le remettent en question. Pourquoi? Parce que, vous savez, on s'apprend rien en disant qu'ils doivent mettre énormément d'heures pour poursuivre la performance, les exigences de publication, les colloques, l'encadrement des étudiants. En tout cas, on sait qu'ils en ont comme ça. Donc, elle disait, les femmes sont les victimes. Alors, l'universitaire, depuis une dizaine d'années, il y a énormément de femmes qui ont intégré les postes. Et donc, ça pose cette question-là. Est-ce que ce genre d'emploi-là est compatible avec une vie personnelle? Et c'est pour ça que nous, on dit les emplois qui dépassent un certain nombre d'heures, peu importe affectent, et là, on a un bel exemple, que ça affecte même les projets les plus légitimes d'avoir des enfants. Donc, c'est OK, vous allez me dire, ils vont se trouver des conjoints qui sont capables de pallier tout ça, mais je veux dire, la question familiale, ça va au-delà de la participation des pères, c'est aussi les mères. C'est pas juste de dire on a quelqu'un qui s'occupe de tout. Je pense que c'est. Alors, c'est ce que ça donne comme résultat, en fond. J'ai mes 12 groupes. Et comme je vous disais tout à l'heure, ces 12 groupes-là, ben, les traîner tous ensemble, ça peut être costaud. Fait que, on a créé les 3 niveaux, qualité faible, moyenne et élevée. Alors, les travailleurs contraints au bas de l'échelle, les déclassés, les vulnérables et les acharnés, on a dit ça, c'est vraiment qualité faible. Qualité moyenne, floué, établi, précaire, essoufflé, sentir mieux sur le plan salarial, mais ils ont des contraintes soit de temps, soit qui ont des courtes durées d'emploi, ou soit que leurs compétences ne sont pas utilisées à soi. Puis qualité élevée, les standards privilégiés. Qu'est-ce que ça donne si on les résume? Bon, les emplois de qualité élevée sont bien rémunérés, de qualification élevée, stables et avec des heures normales de travail. Les emplois de qualité moyenne, ce sont des emplois à qualification élevée, mais peu rémunérés. Ou encore, ce sont des travailleurs surqualifiés avec une bonne rémunération. Ce sont d'autre part des emplois de qualification faible mais bien rémunérés, ou encore des emplois temporaires avec une bonne rémunération, ou le dernier cas qu'on a vu, les longues heures de travail est bien rémunéré. Finalement, qualité faible, ben là, c'est temps partiel involontaire, qualification faible et faiblement rémunérée, travailleurs surqualifiés et peu rémunérés, les temporaires et peu rémunérés et les longues heures peu rémunérées. Donc, ça résume un peu le modèle, en fait, ça le résume, qui a été utilisé dans le cadre de mes travaux. Donc là, je suis rendu au résultat. Je pense que j'ai fait quoi, une demi-heure à peu près? Ça va bien? OK. Je pense qu'on est. Alors, les résultats portent sur les changements s'étant produits dans la qualité de l'emploi chez les personnes ayant des enfants de moins de 6 ans et également chez les personnes sans enfants de moins de 18 ans. Pourquoi ces deux groupes? Dans les études de genre sur la situation familiale, on veut faire ressortir l'impact de la charge familiale ou de la contrainte familiale. Le fait d'avoir des enfants en bas âge exerce une plus grande contrainte que l'effet d'avoir des enfants qui ont 18 ans et plus. Ça va de soi. Donc, on a pris les deux opposés pour pouvoir les contraster. C'est une analyse différenciée selon le genre dans les deux régions qui tient compte de la situation familiale. La comparaison des écarts hommes-femmes au Québec avec ceux de l'Angleterre. Donc, on veut aussi comparer les écarts entre les genres avec ce qu'il y a au Québec et en Angleterre. Et la perspective évolutive est prise en compte. Quelques données, quelques informations méthodologiques. Donc, on utilise le fichier de microdonnées à grande diffusion de l'enquête sur la population active de Statistique Canada et le Quarterly Labour Force Survey de l'Office for National Statistics du Royaume-Uni. Donc, la différence peut-être un peu avec l'Angleterre, c'est que c'est une enquête trimestrielle au lieu de mensuelle. Donc, c'est 4 fois l'an. Donc, on a utilisé une moyenne des 4 mois. Dans le cas du Canada, les données du Québec ont une moyenne des 12 mois qui sont utilisées. Donc, vraiment, moi, j'ai regardé les concepts, j'ai regardé dans quelle mesure les variables que j'utilisais renvoyaient aux mêmes définitions. C'était un gros travail. Donc, j'ai vérifié vraiment, est-ce que le temps partiel à volontaire, ça voulait dire la même chose? Est-ce que, quand on parlait de la stabilité, est-ce qu'on renvoyait au même concept? La question de la qualification était plus complexe un peu parce que le système d'éducation, évidemment, en Angleterre ou européen n'est pas pareil à celui du Québec. Donc, il a fallu que je demande un peu de l'aide pour faire les appariements.
Et donc, ça, je l'explique dans un texte que j'ai soumis là, dans une revue là, pour pouvoir justifier, disons, la comparabilité. La population qui est visée ici, ce sont les travailleurs salariés du Québec et de l'Angleterre qui sont âgés de 25 ans et plus. Donc, on a voulu enlever l'effet études. Donc, les 15-24 sont évacués pour des raisons de comparabilité. Et c'est surtout qu'on ne veut pas mettre des emplois qui sont occupés par des étudiants qui sont de passage dans ces emplois-là. Donc, on veut vraiment avoir les emplois occupés par les gens qui travaillent. Donc, l'activité principale est de travailler. Évidemment, les travailleurs autonomes sont exclus en raison de données non disponibles ou non applicables. Et les étudiants à temps plein qui ont un emploi aussi sont exclus. Donc, ça pourrait arriver qu'un étudiant à temps partiel soit dedans ici. Mais en excluant les 15-24, on n'a presque pas de chance d'avoir des étudiants à temps partiel. Autre aspect, comme je vous le disais, on étudie les quintiles de rémunération afin d'avoir une base commune de comparaison. La période utilisée, c'est 98-2008. C'était selon la disponibilité des données quand j'ai fait mon travail, mais ce qui était intéressant, c'est que ça survenait, 2008 était avant le pic de la récession survenue en 2009. Donc, mes résultats ne sont pas trop affectés par la conjoncture économique. Donc, les résultats. Je présente ici des coefficients de dissimilarité. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ou les indices de dissimilarité. C'est une mesure assez simple, mais on peut à l'occasion de la rencontrer dans des présentations ou dans des analyses, c'est que ça mesure un peu la dispersion, c'est-à-dire la différence de distribution entre deux groupes. Si vous avez, mettons, les 12 catégories, vous avez les hommes et les femmes. Si les hommes et les femmes se distribuent de façon équivalente, vous allez avoir un indice de 0. Plus l'indice est élevé, plus ça veut dire qu'il y a des différences de répartition dans les 12 groupes. Par exemple, les femmes pourraient se retrouver dans les groupes qu'on a vu tout à l'heure, 1, 2, 3 et 4 à 80 %, puis les hommes se retrouvent, mettons, à 90 % dans les groupes 5, 6 ou 7. Mais un tel scénario nous ferait un coefficient très, très élevé. Donc, c'est ce qu'on veut montrer ici. Qu'est-ce qu'il y en est par rapport à l'Angleterre et au Québec? On peut voir que en Angleterre, en fait, le coefficient en 98 chez les personnes, entre les hommes et les femmes, la différence chez les gens qui avaient des enfants de moins de 6 ans était de 53,5 %, ce qui est extrêmement élevé. Ça veut dire qu'il y avait plus de la moitié des emplois qui n'étaient pas communs dans un groupe et l'autre. Donc, vraiment, il y a des disparités absolument abyssales ici. Au Québec, en 98, le coefficient est à 31 %. Donc, vraiment, il y a 20 points d'écart. C'est quasiment la moitié moins de différence qui était observée. Quand on regarde, et c'est là qu'on voit vraiment l'effet de la charge familiale, quand on regarde les personnes qui n'ont pas d'enfants de moins de 18 ans, on voit qu'en Angleterre, le coefficient il baisse à 35 %. Donc, on n'a pas de doute ici là, que la situation familiale est vraiment un vecteur qui discrimine, qui augmente les inégalités entre les hommes et les femmes en Angleterre. Le même scénario s'observe au Québec parce que le coefficient baisse à 23 alors qu'il était à 31. Mais on comprend que c'est beaucoup moins dramatique comme situation. On a mis les résultats de 2008 pour voir un peu l'évolution, puis la variation en points et en pourcentage. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en Angleterre, il y a eu nettement une amélioration. Il y a une diminution de près de 11 points de l'écart du coefficient entre les hommes et les femmes qui ont des enfants de moins de 6 ans. C'est passé de 53 à 43. Dans le cas des personnes qui n'ont pas d'enfants aussi, il y a une baisse de 10 points. Au Québec, la baisse a été 9 dans le cas des enfants de moins de 6 ans, puis un peu moins élevé dans le cas des enfants, quand il n'y a pas d'enfants, disons, de moins de 18 ans. Vous allez voir dans les résultats, au Québec, les variations sont moins prononcées, mais par contre, on voit que la situation est toujours plus favorable au Québec, donc les écarts sont beaucoup moins élevés en ce qui a trait les hommes et les femmes. Donc, je vais présenter deux séries de résultats, une sur les mères et les pères ayant de jeunes enfants et une autre avec l'absence de présence d'enfants. Donc, j'ai remis les 12 groupes ici avec les niveaux pour qu'on puisse être capable de voir un peu le topo là, sans rentrer trop dans les détails. Mais ce qu'on constate, dans le fond, c'est que la qualité faible a diminué fortement en Angleterre, plus de 7 points sur la période. Au Québec, c'est d'environ 3,6 points, ça a été un peu moins prononcé. Et on voit que les travailleurs au bas de l'échelle, c'est vraiment là. Ça, c'est la situation des femmes. C'est la situation des femmes, donc des mères. On voit que leur présence dans les emplois de qualité faible au Québec était à 29 % en 2008, donc elle a baissé de 3,6 points. En Angleterre, elle est de 39, elle a baissé de 7 points. Ça veut dire que 46 % des mères en Angleterre, des mères qui ont des enfants de moins de 6 ans en 98, quasiment une mère sur deux avait un emploi de qualité faible en 98. Une sur deux. Au Québec, c'était 34 %, donc environ le tiers. On voit vraiment là, que c'est vraiment un pattern différent qui se présente.
la nouvelle, heureusement, en Angleterre, la situation s'améliore. Aujourd'hui, ils sont 40% à être dans cette situation-là. Au Québec, c'est 29,2. On voit que, bon, que les travailleuses au bas de l'échelle ont diminué d'environ 5 points au Québec et d'un peu plus de 6 points en Angleterre. Et quand on fait ici la colonne de droite, c'est les écarts entre femmes du Québec et femmes de l'Angleterre. Un écart négatif signifie que la présence des femmes au Québec est moins forte. Donc, on voit que 10 points séparent, je disais, entre l'Angleterre et le Québec, les femmes. Et quand on regarde au bas de l'échelle, c'est à 12 points, un écart de 12 points qui avantage les femmes. C'est 4 fois. Il y a seulement 4% des travailleuses, des mères au Québec qui ont des enfants de moins de 6 ans qui occupent un emploi au bas de l'échelle. Ça monte à 16% en Angleterre, donc c'est 4 fois plus. Donc, cette partie-là montre un peu les emplois de faible qualité qui ont diminué. Il y en a qui ont augmenté quand même, comme au Québec, les déclarations ont augmenté de 4 points. Ce qui veut dire que même s'il y a moins de mères qui occupent des emplois peu qualifiés et peu rémunérés, il y a eu quand même des travailleuses, des mères, qui ont plus de qualifications, mais qui n'ont pas accédé à des emplois de qualifications correspondant à leurs compétences. Quand on va voir le niveau intermédiaire, qualité moyenne, on voit qu'au Québec, ça a plus ou moins bougé. Mais en Angleterre, il y a eu une certaine baisse de 3 points. Mais c'est surtout dans la qualité élevée qu'on voit qu'il y a eu des changements importants. En Angleterre, ça a augmenté de 10 points. Ce qui veut dire que 30% des mères, quand même, qui ont des enfants en bas âge, occupent un emploi de soit standard, privilégié ou au sommet. Et c'est une amélioration. Il y en a 30%, alors qu'il y en avait seulement 20% en 98. Au Québec, on est à 38, donc on voit encore qu'il y a une forte avance, et ça a augmenté de 3,8 points sur la période. Donc, ça, c'est une partie du puzzle qui explique la réduction des écarts, donc l'amélioration sensible ou prononcée de la qualité de l'emploi des mères, mais on voit qu'au Québec, la situation est nettement plus avantageuse. Si on va voir du côté des hommes, qu'est-ce qu'on constate? On constate que il y a eu, malheureusement, chez les pères anglais d'enfants en bas âge, une augmentation de leur présence dans les emplois de faible qualité d'environ 5 points. Donc, c'était à 24, ça a monté à 29. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on voit que les travailleurs au bas de l'échelle et les déclassés ont pris de l'importance sur la période. Du côté du Québec, les variations sont assez limitées, donc plus ou moins de changements. Quand on va voir du côté des emplois de faible qualité, de qualité intermédiaire, on voit qu'en Angleterre, il y a eu une baisse assez importante de 9,8 points, en fait de 10 points. Mais regardez, en fait, aujourd'hui, un père sur deux qui a un enfant de moins de 6 ans au Royaume-Uni occupe un emploi de qualité moyenne. C'est à peu près 58 ou 59%, presque 60% il y a 10 ans avant. Qu'est-ce qui explique ce changement-là? Ben, on le voit, là, c'est les travailleurs essoufflés qui ont baissé de 10 points sur la période. Donc, il y a beaucoup moins de travailleurs qui gagnent des bons salaires, mais qui font des longues heures, des pères, qui se retrouvent dans ce genre d'emploi-là. Mais ce qui est surtout fascinant à montrer ici, c'est que, encore en 98, en fait, il y avait 48%, un père sur deux, qui avait des enfants de moins de 6 ans, travaillait 41 heures et plus. Imaginez-vous, là, travaillait pas mal. Là. Au Québec, c'était, si je prends 17,7 plus 5, c'était 22%. Donc, c'est 2 fois moins de pères de jeunes enfants qui travaillaient de longues heures au Québec. Et comme ça, c'est considéré comme étant de qualité moyenne, ben, on voit que ça a baissé encore au Québec, même si c'était déjà moins élevé, mais qu'en Angleterre, ça a connu une chute quand même assez dramatique là, de 10 points. Et là, on voit que l'écart encore est de 20 points. Donc, il était de 30 points, mais là, il était ramené à 20 points, mais c'est quand même important. Et finalement, quand on regarde la qualité élevée, on voit qu'au Québec, ça a augmenté chez les pères de jeunes enfants de 4 points, surtout des emplois standards. Et dans le cas de l'Angleterre, ça a augmenté quand même de 5 points aussi. Donc, il y a des effets un peu, il y a des emplois de moins bonne qualité et des emplois de qualité élevée qui ont pris de l'importance en Angleterre. Donc, la situation qui s'est améliorée a été favorable à une réduction des écarts au Québec et également en Angleterre. Ici, je présente une acétate qui montre l'écart entre les hommes et les femmes dans la qualité de l'emploi, pour voir un peu comment le Québec et le Royaume-Uni se distinguent. Ce qu'on voit, c'est qu'avec les changements depuis 1998, l'écart de qualité faible, donc qui est positif, ça veut dire que les femmes sont plus présentes. Les mères sont plus présentes, 7 points distincts des hommes, donc sont plus présentes, mais l'écart est à 10 points au Royaume-Uni. Alors qu'il était il a baissé quasiment de moitié ici. Donc, c'est vraiment important, c'est qu'il y a eu vraiment une réduction des écarts entre les mères anglaises et les pères anglais. Mais on voit que ces deux effets ici, opposés, c'est amélioration de la situation des mères anglaises et détérioration de la situation des pères anglais ici.
Dans le cas, au bas de l'échelle, je les ai mis en couleur ici, il y a une réduction, il y a presque plus de différence entre, autrement dit, il n'y a pas plus d'hommes, de pères québécois de jeunes enfants ou de mères de jeunes enfants qui occupent des emplois au bas de l'échelle. Donc, ça peut être considéré comme étant des nouvelles intéressantes dans la mesure où est-ce qu'il y a pas, les femmes ne font pas une discrimination plus forte que les hommes sur ce plan-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas présents, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas plus présentes que les hommes. Dans le cas des travailleurs déclassés, ben, c'est encore les femmes, les mères qui en subissent parce qu'il y a 8,6 points qui séparent les hommes. Il y a eu même une augmentation de ce côté-là. Donc, il y a une certaine détérioration qui s'explique ici. Si on va voir du côté des pères et des mères au Royaume-Uni, on voit que les travailleurs au bas de l'échelle, là, il y a eu vraiment des gros changements. Il y a une réduction de 9,4 points de l'écart entre les hommes et les femmes. Donc, il y avait 20 points d'écart en 19,4 points d'écart en 2008, en 98, mais c'était ramené à 10. Donc, on voit vraiment qu'il y a une situation qui s'améliore. Par contre, quand on va voir les travailleurs acharnés, ceux qui font des longues heures, on voit que l'écart est quand même de 12 points entre les pères anglais et les mères anglaises. Il n'y a pas eu vraiment d'amélioration sur ce plan-là. Par contre, quand on va voir la qualité moyenne, et c'est là vraiment qu'il y a des changements assez impressionnants, on voit que il y avait un écart là, en 98 de 40 points entre les pères anglais qui font des longues heures et les mères anglaises qui font des longues heures, qui ont des jeunes enfants. Aujourd'hui, c'est seulement 30 points, mais c'est quand même énorme. Il y a 30 points qui diffèrent. Donc, ça veut dire vraiment que les femmes, les hommes anglais, les pères anglais ont vraiment nettement un comportement différent de leurs homologues féminines, mais il y a eu quand même un gros changement de 10 points. Et quand on compare avec le Québec, l'écart est seulement de 12 points en 98, puis il a baissé même de 6 points et demi. Donc, ça veut dire que sur le plan des longues heures de travail, il y a de moins en moins de différence entre les mères québécoises et les pères québécois de jeunes enfants. Et ça, c'est important parce que si on veut qu'il y ait un meilleur partage ou un meilleur rééquilibrage des responsabilités familiales, ça se joue sur le temps de travail ici. Oui. On peut vous interrompre? Oh, oui. Je me demandais, est-ce que ça a trait à la culture du pays? C'est-à-dire, avez-vous comparé Là, le nom des femmes travaillent... C'est mes punchs à la fin, ça. Ah, ok. Si les femmes travaillent plus anglaises que les femmes québécoises, de manière générale aussi? Probablement. Mais c'est pas si important que ça. C'est plus la culture masculine qui, je dirais, parce que tu vois, parce que les mères, si on regarde la situation des mères, c'est ça que tu as raison, parce que ça c'est les hommes, non, c'est pas les hommes. Chez les femmes, tu vois, les travailleuses acharnées, c'est 2,1 en 2008 chez les femmes, puis 3,1 au Royaume-Uni. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Puis ceux qui gagnent des meilleurs salaires, c'est 5,5 essoufflés, puis 7,6. Donc, c'est à peu près la même pattern. Mais c'est vraiment ici les hommes qui font la différence en Angleterre. Puis au Québec, ben c'est que les hommes se sont rapprochés des femmes sur le plan des heures normales de travail. Et puis il y a des éléments explicatifs dans tout ça. Donc on voit que les écarts diminuent hommes-femmes autant au Québec qu'au Royaume-Uni. C'est plus prononcé au Royaume-Uni, on partait de vraiment plus loin. Puis ça se joue soit sur les emplois de très faible qualité ou de qualité moyenne, parce que quand on va voir les emplois de qualité élevée, l'écart est de 7,6 au Royaume-Uni en 2008. Il y a même, en fait, il a augmenté de 5 points ici. Donc, il était quasiment éliminé, mais il a été donc, il n'y a pas nécessairement d'amélioration entre les sexes par rapport à ça. Au Québec, l'écart est de 4,5. Donc, les hommes sont un peu plus présents, les pères de jeunes enfants, que les mères. Puis, il n'a presque pas diminué sur le temps. Donc, ça, c'est la situation avec responsabilité familiale. On voit quand même qu'il y a beaucoup de changements qui se sont produits. Quand on enlève la contrainte familiale, donc il n'y a pas d'enfants en bas âge qui peuvent influencer la situation des pères et des mères, ben là, on regarde un peu le pattern, on voit que il y a quand même, la qualité faible est très, très importante chez les femmes. Donc, en 2008, 36% des femmes qui n'avaient pas d'enfants de moins de 18 ans avaient un emploi de qualité faible. Ça a diminué de 3,4 points. Donc, une certaine amélioration. Encore là, c'est les travailleurs au bas de l'échelle qui ont diminué, mais les déclassés ont également augmenté, comme on l'a vu chez les mères. Dans le cas du Royaume-Uni, c'est 42%. Donc, on voit quand même qu'il y a plus de femmes au Royaume-Uni qui occupent des emplois de qualité faible, mais l'écart est beaucoup moins prononcé que dans le cas de la charge familiale, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a seulement 7 points d'écart. En fait, il a été réduit à 6,4 points, ce qui est beaucoup moins élevé que ce qu'on observait quand il y avait une présence d'enfants en bas âge. Et là encore, il y a une amélioration de la situation des femmes, des Anglaises, en fait, là, qui ont amélioré leur sort. Et on voit, surtout, ce qui est intéressant, c'est les emplois de qualité élevés. Les mères ont augmenté de 6,5 points leur présence.
Donc, autant dans les emplois standards privilégiés, donc au sommet un peu moins, mais surtout des emplois quand même assez bien rémunérés, stables, qualification élevée. Il y a beaucoup plus d'anglaises qui occupent ça. Mais vous voyez que il y a encore 9 points d'écart avec ce qui ce qui se vit au Québec là, chez les femmes. C'est 29,5 versus 20. Donc, il y a quand même un avantage marqué là, qui subsiste. Dans le cas des hommes, peu de changements au Québec chez les hommes. Environ 30% ont un emploi de qualité faible. Là, on remarque au Royaume-Uni, ça revient à la même chose, c'est 31,7. Donc, il y a peu de changements aussi, puis c'est à peu près le même niveau. Donc, la qualité de l'emploi faible est aussi présente chez les hommes que les Anglais que Québécois ici. Par contre, les hommes, dans le cas de la qualité moyenne, il y a un peu plus d'hommes anglais, 45% versus 41. Mais ces résultats-là masquent des différences importantes. Si vous allez voir les travailleurs essoufflés, puis c'est là vraiment qu'on voit quelque chose de fascinant. C'est un peu comme on a vu tout à l'heure avec le cas de la charge familiale. C'est là qu'on voit qu'il y a une question de culture, parce que ça va au-delà de la question de la charge, parce qu'au Québec, seulement 15,8% des hommes qui n'ont pas d'enfants de moins de 18 ans sont des travailleurs essoufflés, donc qui font de longues heures bien rémunérées. En Angleterre, ça monte à 31. Donc, ça va du simple au double, c'est ce qu'on observait tout à l'heure. Donc, c'est vraiment une culture dominante en Angleterre de faire des longues heures. Par contre, ça a diminué aussi le temps de travail ici. Donc, le temps de travail a diminué. Ce n'est pas juste une question de dire on va plus s'occuper de la famille. C'est une question, on va le voir tout à l'heure, les raisons qu'on peut proposer. Donc, c'est un pattern qui s'applique à l'ensemble, disons, des emplois. Et on voit que l'écart a été radicalement diminué là, de 16 points. Donc, il y avait vraiment un gros écart entre les hommes du Québec et de l'Angleterre et chez les travailleurs essoufflés, donc ça a diminué. En parallèle, amélioration encore là de la qualité de l'emploi des hommes, d'environ 6 points en Angleterre. Et on voit que cette amélioration-là est attribuable aux meilleurs emplois, donc les emplois au sommet. Au Québec, il n'y a pas eu vraiment de changement sur ce plan-là, mais les hommes demeurent plus avantagés par rapport à la fréquence d'occupation de l'emploi. Donc, finalement, ma dernière étape de résultats, si je ne me trompe pas, parce que les chiffres, à un moment donné, ça devient indigeste, c'est les comparaisons femmes-hommes dans les écarts. Les écarts ont été réduits, évidemment, entre les hommes et les femmes dans les deux groupes. Plus fortement dans le cas du Royaume-Uni pour la qualité faible, d'environ 6 points, surtout dans les travailleurs au bas de l'échelle. Les écarts ont été réduits aussi dans le cas des emplois de qualité moyenne et en grande partie dans le cas des travailleurs au Royaume-Uni, là, chez les travailleurs essoufflés aussi. Donc, c'est un peu le même pattern qu'on voit. Donc, ça fait le tour un peu de mes résultats. Donc, je vais vous présenter les grands constats pour qu'on y voit un peu plus clair, parce que c'est quand même beaucoup de chiffres. Donc, la question des responsabilités familiales joue encore grandement dans les inégalités entre les genres sur le plan de la qualité de l'emploi, on l'a bien vu. Et ce qu'on constate, nous, c'est que cela est davantage le cas en Angleterre où l'indice de dissimilarité est 2 fois plus élevé, même encore aujourd'hui. Quand on compare Québec et Angleterre, on voit vraiment qu'il y a une différence. Les mères anglaises demeurent beaucoup plus présentes dans les emplois de qualité faible, alors que les mères québécoises se trouvent davantage dans les emplois de qualité élevée. Ça pourrait faire plaisir à la ministre Courchaine, qui est est-ce que c'est Courchaine ou Pauline Marois, en tout cas sur les services de garde, en disant, bon, on atteint nos objectifs, mais bon, il faut quand même nuancer. En 2008, il y a une très forte proportion de pères anglais ayant de jeunes enfants, donc c'est ce que j'ai montré, 53% qui occupent des emplois de longue durée, contrairement au Québec, 25%. Donc, ça va du simple au double. On peut imaginer tout l'impact que ça peut avoir sur la qualité de l'emploi des mères et sur l'organisation de la sphère familiale, des responsabilités et tout ça. L'écart entre les pères anglais et les mères anglaises sur ce plan demeure très élevé, donc 42 points quand même, comparativement au Québec. Il y a beaucoup plus d'écart entre les pères anglais et les mères anglaises, on l'a bien vu. Toutefois, l'écart en Angleterre diminue de moitié lorsqu'il n'y a pas de charge familiale, mais demeure plus élevé qu'au Québec. Et c'est pas dû au fait que les femmes font plus d'heures, comme on l'a vu, c'est que les hommes ont un comportement différent. Malgré ces constats, il y a eu véritablement une amélioration de la qualité de l'emploi des femmes et des hommes dans les deux régions. Les Anglaises ont fait des gains appréciables dans les emplois de qualité élevée et les Anglais ont diminué de façon appréciable leur présence dans les emplois exigeant de longues heures. C'est ce qu'on a vu à plusieurs reprises. Des résultats similaires, mais moins spectaculaires, ont été observés au Québec. Je tiens à préciser ici que c'est un peu normal parce qu'on est parti avec des accords moins élevés, mais moi, dans le cadre de ma thèse, je suis allé en distinguant le niveau d'études. Parce que c'est un autre paramètre important. Ici, on ne distingue pas l'effet de la scolarité. Quand on tient compte de ça, moi, au Québec, c'est vraiment fascinant de voir que chez les mères scolarisées, là, universitaires, il y a eu vraiment un rattrapage très important, encore plus fort que ce qui est présenté au global. Dans le cas des formations techniques aussi.
mais ceux qui ont une formation plus faible, ça ne s'est pas nécessairement amélioré. Donc, autrement dit, moi, c'est un résultat plus moyen qui est présenté. Donc, c'est ce que je disais qu'en 98, le Québec présentait des résultats moins élevés. Alors, de façon générale, quand même, il y a eu une amélioration autant au Québec qu'en Angleterre en ce qui concerne la qualité d'emploi des mères et aussi des pères. Certains facteurs en cause dans les changements. Là, on parle de 98-2008. Il y a eu un contexte économique quand même très favorable, une forte croissance de l'emploi à temps plein chez les femmes. Ça, je l'ai observé au Québec. J'ai regardé en Angleterre et c'était moins fort. Il y avait quand même une certaine croissance, mais c'est surtout du temps partiel qui a dominé. Donc, et le contexte économique, quand on parle de la croissance de l'emploi, ça a été beaucoup moins fort en Angleterre que ce qu'il y a pu avoir au Québec. C'est drôle parce que quand on compare souvent le Québec avec le reste du Canada, on a l'impression qu'on est à la traîne, qu'on a une moins grande performance, mais quand on va voir les pays européens, on voit jusqu'à quel point que notre zone de comparaison, c'est vraiment une zone qui est quasiment atypique par rapport à ce qui se fait en Europe. Jusqu'à un certain point, notre comparaison canadienne, souvent, c'était les États-Unis qui s'en allaient toujours comme ça. Là, on a vu que ça a fait comme ça. Mais avant, les États-Unis étaient la norme là, en termes de croissance de l'emploi, en termes de bon. Mais c'était pas nécessairement sur des assises, comme on a pu constater. Diminution de la part de l'emploi à temps partiel quand même. Ça, c'est important de le noter. Et changement dans les profils des travailleuses. Nette amélioration de la scolarisation des travailleuses. Et j'ai comparé avec le Québec et l'Angleterre, les femmes au Québec et avec les enfants et sans les enfants. Et ce qui m'a surpris, c'est que la scolarisation au Québec a augmenté beaucoup chez les mères, chez les femmes, mais encore plus en Angleterre. Donc, on voit que même, et c'est un des constats, des conclusions que je fais dans mon article, c'est que même si en Angleterre, les femmes ont vraiment amélioré encore plus qu'au Québec leur situation, compte tenu du contexte dans lequel elles se retrouvent, les mères, elles n'ont pas pu accéder à autant d'emplois de qualité. Donc, ça veut dire que le contexte social, le contexte des politiques publiques est nécessaire pour, autrement dit, la scolarisation ne peut pas garantir autant, comme on le prétend en disant scolariser. Non, la contrainte familiale vient jouer beaucoup. Parce que j'étais surpris, je me disais, bon, peut-être qu'en Angleterre aussi, les femmes, compte tenu qu'elles ont des enfants, les mères, compte tenu que les hommes travaillent beaucoup, mais qu'elles n'ont pas beaucoup de capital humain. Mais au contraire, elles ont probablement bien avant d'avoir des enfants, investi beaucoup cette sphère-là, mais elle n'a pas été reconnue autant sur le marché du travail. L'autre facteur explicatif, évidemment, c'est la présence ou la mise en place de politiques sociales. Bon, dans la période, il ne faut pas oublier que l'équité salariale a été mise en place, qui joue beaucoup sur la qualité de l'emploi parce que c'est sur la rémunération, sur les échelles salariales, donc ça touche directement la rémunération. L'équité en emploi aussi. Il y a eu en 2001, là, tout le programme d'équité en emploi dans les organismes publics. Donc, les femmes sont quand même très présentes dans ces emplois-là. Et au Québec, ça a donné quand même certains résultats importants qui ont favorisé l'accès à des emplois de meilleure qualité. Mais surtout, des éléments importants aussi, c'est les services de garde qui ont eu un effet incroyable. Et ça a été montré par bien des chercheurs, notamment Pierre Lefebvre et Berrigan, sur l'impact de l'offre de travail des mères suite à l'introduction des services de garde au Québec. Et ce changement-là, en fait, moi, j'ai pas pu mesurer là, tous ces aspects-là, mais c'est clair quand on regarde l'augmentation de la participation des mères, le fait qu'elles soient plus scolarisées, c'est que l'effet qu'il y ait des services de garde, ça ne fait pas juste de dire on est présente sur le marché du travail, c'est que ça te permet aussi de garder ton emploi quand tu as des projets familiaux, tu as des enfants. Et parce que souvent, c'est les ruptures entre, bon, tu as comment je pourrais dire, tu peux avoir un enfant qui arrive et tout ça, et là, tu as de la difficulté à pouvoir mettre autant de temps, d'être flexible, donc tu peux perdre ton emploi. Donc, il y a plusieurs. Là, les services de garde ont rendu les femmes beaucoup plus, je dirais, flexibles sur le marché du travail, et ça leur a peut-être empêché de perdre des bons emplois ou même d'accéder à des bons emplois. Ça leur a peut-être permis ça. Donc, ça, c'est des facteurs importants. D'autres facteurs, évidemment, qui rentrent en ligne de compte, il y a eu des modifications législatives du temps de travail dans ces périodes-là. Donc, dans le cas de l'Angleterre, il y a une baisse importante du temps de travail en Angleterre chez les hommes, comme on l'a vu. Malgré le fait qu'ils travaillent beaucoup encore aujourd'hui, il y a eu une baisse importante. Et ça s'est fait parallèlement à une directive européenne sur le contrôle du temps de travail. Moi, j'ai essayé de comprendre un peu le modèle anglais parce que je me suis dit, je regardais les différents pays de l'OCDE avec le temps de travail, et quand on regarde l'Angleterre, on n'arrive pas à croire qu'il y a autant de gens qui travaillent autant d'heures de travail. Ça dépasse la commune mesure. Tu te dis, comment ça se fait quand tu dis que 45% travaillent 48 heures et plus par semaine, tu te dis, ça se peut-tu? Nous, on n'est pas habitués à ces choses-là. Fait que j'ai vu des études, tout ça, puis je suis tombé sur un débat. Et là, c'est là que j'ai découvert une boîte de Pandore. C'est qu'en Angleterre, en 98, il y a eu une mesure européenne sur le contrôle du temps de travail. Imaginez-vous, la mesure disait d'interdire
le temps, en fait, d'interdire, de réglementer plutôt le temps de travail après 48 heures. On est loin du 41 heures et plus, là, mais c'était de réglementer le 48 heures et plus. Et donc, il y a eu une mesure européenne de l'Union européenne qui a été introduite et l'Angleterre s'opposait à cette mesure, vous pouvez l'imaginer. Alors, ça a monté même jusqu'au Parlement. Ils ont fait des vastes études que j'ai lues, en tout cas en partie, et j'étais pas convaincu sur le bien fondé de leur lecture parce qu'ils essaient de démontrer que c'est un marché de travail très flexible et que les gens le font volontairement et qu'à quelque part, ça correspond à leur capacité économique. Là, donc, si on changeait le temps de travail, ça serait l'enfer sur la Terre. Bon. Et parallèlement à ça, tous les mouvements syndicaux, certains chercheurs ont voulu démontrer à quel point que ça n'avait aucun sens de permettre ces mesures-là. Alors, il y a eu cette mesure-là qui a été introduite, mais parallèlement, l'Angleterre a mis en place des procédures pour, en fait, ils ont négocié très habilement des procédures qui ont dilué un peu la portée. Par exemple, de permettre aux entreprises de signer des ententes de gré à gré avec les employés qui voulaient volontairement travailler plus que 48 heures. Mais on s'entend que c'était subordonné avec le fait que si tu refusais, tu perdais ta job. Donc, c'est plus permis autant de faire du 48 heures, mais ça se négocie d'une autre façon. Quoi qu'il en soit, quand j'ai vu ça, j'ai compris un peu que, dans le fond, l'enjeu du temps de travail en Angleterre est extrêmement important. L'économie semble basée sur, essentiellement, le fait que les entreprises peuvent utiliser la main-d'œuvre de n'importe quelle façon puis la faire travailler, et c'est assez extraordinaire. Donc, ils sont très atypiques par rapport à bien d'autres pays européens et ils veulent garder cette espèce de façon de faire, donc c'est pour ça. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais je ne pouvais pas comprendre à quel point c'était un enjeu. Finalement, j'ai découvert que c'était un enjeu majeur du marché du travail, le temps de travail. Alors, quand on le met en relation avec la question familiale, on comprend jusqu'à quel point, pourquoi les mères subissent cette culture-là et sont discriminées, comme on l'a vu dans les résultats. Malgré tout, il y a une baisse importante qui a été observée. Donc, autrement dit, l'intention politique ou l'intention, je dirais, d'essayer de réfréner la mesure n'a pas été autant efficace qu'il l'aurait souhaité, parce qu'il y a eu une baisse importante. Et pourquoi? Bien, peut-être que la culture chez les nouvelles cohortes de travailleurs ou les nouvelles générations par rapport au temps de travail est très différente de celle qui a toujours dominé. Donc, il y a peut-être des mouvements. Par ailleurs, on sait qu'en Angleterre, la situation économique est très, 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 très difficile, voire même presque assez grave dans certains cas. Est-ce qu'on peut faire un lien avec le fait que ces mesures-là de temps de travail, en tout cas, on voit que c'est pas un environnement, disons, qui est favorable à une meilleure équité entre les gens. Au Québec, il y a eu également une baisse non négligeable du temps de travail, mais c'est chez les hommes. Donc, on l'a vu, c'était beaucoup moins fort, mais il y a eu quand même une baisse. Et cette baisse-là suit des modifications qui ont été portées à la durée normale du travail en 1980, je ne l'ai pas marqué, je pense que c'est 80, il me semble que c'est 97, c'est ça, 96, 97, qui a fait passer la semaine normale de travail de 44 heures à 40 heures. Ce qui fait qu'à partir de 40 heures, le temps supplémentaire était rémunéré à taux et demi. Alors, les entreprises, pour éviter une hausse de leur coût de main-d'œuvre, ont graduellement diminué le temps de travail. Et c'est surtout dans le domaine de la production, ça s'est vécu. C'est ce qui fait on voit vraiment une baisse là, du temps de travail. Donc, c'est une mesure législative qui a favorisé, disons, une moins grande présence dans les emplois de longue durée. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que la culture est très différente ici par rapport à l'Angleterre. Alors, j'arrive avec la dernière partie, brièvement, qui porte sur les principaux éléments explicatifs des différences qui subsistent. Donc, j'en ai déjà fait état sur certains plans. Mais je voulais quand même revenir sur la question des services de garde, parce que ça, quand j'ai fait des recherches, j'ai tombé de ma chaise aussi, parce que je me disais... Comment? Non, ça, c'est pas la thèse, ça. C'est d'autre chose que la thèse. Ça, c'est vraiment c'est un travail, c'est un article qui va être publié à la Revue internationale du travail, donc c'est plus... c'est vraiment un prolongement de mes travaux de thèse. Mais je voulais montrer, parce que l'objectif qu'on avait quand on a développé notre mesure de qualité de l'emploi, c'était d'avoir un outil qui pouvait nous permettre éventuellement, dans nos fantasmes de recherche, c'est-à-dire si on pouvait comparer les régions entre elles, sortir du Canada, ça serait génial. Ben c'est ça, on est arrivé à ça. Malheureusement, mon directeur est décédé avant, il n'a pas pu voir ce résultat-là. Mais je pense qu'il serait quand même content de voir que les politiques sociales jouent énormément dans ces différences-là. Quand on regarde la politique, le programme de services de garde au Québec, on sait que sa contribution réduite, malgré le fait que ça a augmenté de 5 à 7 $. C'est une offre relativement étendue, malgré le fait qu'il y a encore des places, il y a encore des gens qui attendent.
c'est un service à temps plein qui est ouvert durant les jours ouvrables. C'est le modèle général qu'on a mis en place au Québec. Qu'est-ce qui existe en Angleterre? C'est un programme à géométrie variable, une offre partielle, éclatée et à contribution inégale. Ce qui veut dire que tu as des services de garde à temps partiel qui coûtent de l'argent et qui ne correspondent pas en tout à ce que les mères ont besoin. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que une mère qui est dans une région où il n'y a pas une offre très grande, ou que c'est même éclaté, va dire, bon, le lundi, c'est ouvert là, le mardi, c'est à telle heure et telle heure. Imaginez-vous quand elle veut travailler par rapport. Qu'est-ce qu'elle a comme possibilité d'emploi? Donc, ça veut dire vraiment, elle arrive sur le marché du travail avec des contraintes majeures qui font, parce que lui, le père, il n'est pas là. Lui, il est parti à 7 heures le matin, il va revenir à 6 heures, à 7 heures le soir. Ça fait que c'est elle qui se rend. Fait qu'on voit que juste ça, comment ça peut influencer la situation des mères sur le marché du travail. Et moi, je suis content que la Revue internationale du travail ait accepté de publier mon article parce que, justement, le groupe là, qui était mis en place pour faire des comparaisons sur la qualité de l'emploi à l'échelle internationale n'est pas arrivé à la... C'est pas que le groupe n'a pas réussi, c'est que politiquement, ça a été peut-être bloqué, mais c'était justement de ne pas montrer, je ne dirais pas montrer, c'est que ça fait révéler les politiques sociales, le contexte dans lequel ces inégalités-là. Donc, la revue a bien vu que ça avait du sens, ces résultats-là, puis à quelque part, ça révèle comment deux régions, quand même avec des réalités similaires, peuvent arriver avec des résultats très différents, puis qu'on est capable de voir qu'il y a des contextes institutionnels qui sont très déterminants dans ça. Et finalement, je vais répondre un peu à la question qui a été posée tout à l'heure, mais plus en regard avec les hommes. Un facteur aussi important dans les résultats, c'est la culture en regard au temps de travail chez les hommes. On le sait qu'il y a une tendance encore très forte des Anglais, en particulier des pères, à faire de longues heures de travail dans un contexte de marché du travail très, très flexible. Et tous les travaux, les études qui ont été faites, et j'ai été même surpris de voir que le gouvernement a utilisé, et là, les chercheurs, il y a des chercheurs qui ont embarqué dans ce bateau-là pour montrer, ils ont fait une vaste étude, je pense, avec 400 pages, pour montrer que le marché du travail en Angleterre était flexible parce qu'on permettait aux entreprises, puis qu'il n'y avait pas d'impact. Ils sont même allés jusqu'à dire que les longues heures de travail, de 48 heures et plus, on ne parle pas de 41 heures, il n'y a pas de lien causal qui a été déterminé entre la situation, les problèmes de santé et les longues heures de travail. Donc, ils ont dit, ça se peut qu'il y ait un lien, mais il n'a jamais été démontré. Donc, vous imaginez un peu comment la culture est tellement forte. Et même certains milieux de recherche ont joué le jeu de démontrer ces aspects-là. Dernièrement, il y a l'éco-test qui est sorti, je ne sais pas si vous connaissez, l'enquête québécoise sur les conditions de travail, qui est sorti la semaine passée sur une vaste enquête au Québec sur les conditions de travail. Et l'objectif, entre autres, c'était de faire état de la situation des travailleurs, leurs conditions de travail et voir leur santé au travail. Leur santé, pas au travail, mais leur santé en général. C'est une enquête de perception, donc on demandait aux gens de situer, puis il y avait des indicateurs de détresse psychologique, tout ça. Il y a environ 30% de la main-d'œuvre qui se dit en détresse psychologique, là, donc qui arrive au travail avec un état de santé mentale ou des problèmes de santé physique, là, mais qui est en détresse, là, donc selon les indicateurs, tout ça. Et le Conseil du patronat a réagi très, très, très vigoureusement en dénonçant ces résultats-là, en disant que c'était exagéré de faire un lien entre ces deux-là, parce que ça n'a pas été mesuré. C'est vrai qu'il n'a pas été mesuré spécifiquement, mais il est quand même... on ne peut pas arriver à une conclusion aussi dire que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas d'impact. Parce que la santé des personnes ou des travailleurs est influencée à la fois par le travail, mais aussi leur mode de vie. On le sait que c'est ces deux paramètres. Donc, quand tu as les deux, quelqu'un qui a une mauvaise alimentation puis qui travaille de longues heures, c'est sûr qu'il y a des problèmes, il est à risque d'avoir des gros problèmes de santé. Mais ce que je veux dire, dans le fond, ici, c'est que la culture en Angleterre, c'est de nier que les longues heures ont un impact sur la santé, en tout cas certains groupes. Donc, il y a eu vraiment une tentative de bloquer ces mesures-là. Bon, là, moi, je vois qu'il y a des changements, mais est-ce que ça va résister? Est-ce que ça va se poursuivre? Compte tenu actuellement du contexte économique en Angleterre, des pertes d'emploi, des coupures dans le secteur public, tout ça, qu'est-ce que ça va donner en termes là, de qualité d'emploi? Ça va être intéressant. Moi, j'aimerais refaire l'exercice. Je l'ai fait sous un angle de hommes et femmes, mais j'ai vraiment vu là, les patterns qui se dessinaient. En terminant, peut-être juste dire qu'au Québec, il y a une tendance à une plus grande convergence du temps de travail entre les genres suite à la baisse de la durée de travail des hommes. Et aussi, c'est surtout ça qui est important, la hausse chez les femmes, pas de longue durée, mais dans le temps plein. Parce qu'il faut comprendre que l'offre de services de garde visait à ce que les femmes puissent sortir du temps partiel, temporaire, des choses comme ça. Fait que c'est ça. Que va-t-il arriver par la suite, compte tenu, on voit que tout ça, ça résiste, mais avec des conditions particulières. Ces conditions-là, qu'est-ce qui va devenir, compte tenu du contexte économique,
compte tenu que l'équité salariale, ben, il y a toute la question du maintien. Est-ce qu'on va réassister à des nouvelles discriminations sur ce plan-là? Donc, on voit que c'est jamais fini comme histoire. Il faut suivre tout ça. Puis mon modèle permet justement, dans un autre tantôt, de dire, ben, on reprend ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que ça est arrivé? Est-ce que ça se maintient ou pas? Donc, ça va être à suivre. Alors, je vous remercie beaucoup.